Bonjour. Naturellement, en tant que musicien, j'étais très intéressé par la présentation précédente, bucolique. Ça me rappelle que la première critique de l'urbanisme a été faite par le poète ancien qui a adopté le personnage de bergère. C'était une première retour à la nature déjà il y a 2000 ans. Alors, cette perspective historique, c'est aussi un peu une chose de ma démarche. Et c'est parce que la musique, on a beau discuter l'innovation, la rupture et tout ça, mais je travaille dans un champ où personne ne le veut. Personne ne veut une nouvelle musique. Parce que la chose que les gens veulent en musique, c'est la répétition. C'est la reprise, les mémoires, le travail sur les mémoires. Alors, on a découvert une fenêtre d'ouverture à l'innovation entre les années 10 et 25 d'une vie, et après, ça se ferme. Et la plupart des gens ne veulent pas écouter de nouvelles musiques. Et ça génère un peu de problème pour moi, naturellement, en tant que compositeur. Dans un projet récent, je fais une recherche sur de nouvelles modalités de faire la musique, mais je dois commencer avec un regard vers le XVIIIe siècle. Dans l'Europe du XVIIIe siècle, la prestation musicale est devenue un événement public. Jusque-là, vous faisiez ou écoutiez de la musique au sein de votre communauté ou vous engagiez des musiciens pour vous divertir. Mais, à l'exception de la musique liturgique, tous ces événements musicaux n'étaient pas accessibles que sur invitation ou sur acceptation dans la communauté. Personne n'a vendu des billets de concert à des clients anonymes. Tout cela a changé lorsque l'industrialisation a créé une nouvelle classe de personnes, riches sans être nobles, et avec le désir de se dépasser, de s'améliorer, d'éduquer. Pour eux, les arts et la musique sont devenus des indicateurs de noblesse. Les nouveaux citoyens bourgeois voulaient ainsi écouter de la musique, ou du moins être vus en train d'écouter de la musique. Et chacun ne pouvait pas se permettre d'avoir son propre orchestre. Ils ont donc combiné les deux pratiques, la musique communautaire, d'une part, et l'embauche des musiciens, d'autre part. Ils ont créé des associations musicales, des sociétés symphoniques et philharmoniques. Leur modèle était très simple, chaque citoyen pourrait acheter des billets, soit pour un seul événement, soit pour une saison, et cet argent soutenait des musiciens qui pourraient alors se produire régulièrement. Cela a eu d'énormes conséquences sur la relation entre la musique et l'espace. Dans un contexte d'invitation, il était seulement important que la musique soit jouée. Personne n'avait le droit à une interprétation non perturbée dans des conditions acoustiques idéales. Et souvent, les salles dans lesquelles la musique a été jouée n'étaient pas faites pour la musique, pour une interprétation optimale. Mais si vous vendez des billets, la musique devient un produit, comme on a entendu, la musique comme produit. Et chaque produit est soumis à un contrôle de qualité. Chacun, dans un concert, a le droit à un son pareil, en principe, parce qu'il a acheté un billet. Dans de nombreuses villes, les plus grands espaces intérieurs étaient des entrepôts, ce qui était pratique parce que le propriétaire de l'entrepôt était aussi le mécène de musique, ou des salles de bal ou quelque chose comme ça. Tous avaient de formats rectangulaires de shoebox architecture, ce qui est heureux parce que c'est la forme idéale, en fait, pour une distribution à peu près égale de son musical. Il n'était, pour tout ça, pas toujours évident, cependant, comment l'orchestre pouvait être entendu dans cet espace.
quelle était la meilleure position. Et comme on peut voir ici, on a cherché des moyens d'arranger le siège dans la salle. Ici, à Leipzig, le public était assis de telle sorte qu'un de leurs oreilles et par le regard était orienté vers l'orchestre. Regarder des musiciens jouer n'était pas un spectacle si intéressant après tout, apparemment. Et si vous y réfléchissez, pourquoi devrait-il être ainsi? Si la musique est votre principal centre d'intérêt, les sueurs du musicien habillé à bon marché n'étaient pas qu'une distraction. Un effet secondaire agréable de l'arrangement Gewandhaus, c'était qu'on peut se regarder et échanger des regards, contrôler l'habit et tout ça. Mais ce n'était pas la musique. Comme les entrepôts et les salles de bal étaient essentiellement des espaces vides, on pouvait agencer des sièges comme on voulait, on a beaucoup essayé de faire des agencements différents. Voilà, le Conservatoire de Paris, Musikverein Wien, Concertgebouw Amsterdam. C'est tous des différents agencements de sièges dans une salle. Ça a fallu presque un siècle avant que chaque salle de concert convienne que l'interprétation musicale devait être au centre de l'attention et que tous les sièges devraient être dirigés vers la scène, comme dans une salle moderne. Ça. Il n'y a pas de siège qui ne regarde pas la scène. Et ça s'aggrave encore dans la salle nouvelle, la Philharmonie de Berlin ou le Shanghai Symphony Hall, où l'orchestre devient le centre de focus d'attention absolu. C'est ça que nous tenons pour naturel. Même dans le concert de rock, c'est la même chose. La musique, et dans la musique d'art et la plupart d'autres musiques, elle est devenue un événement reste assis, écoutez, regardez. C'est pourquoi c'est aussi très facile de convertir des salles de cinéma en salles de concert. Ce nouvel arrangement historique a eu un impact profond sur la façon dont la musique était perçue, observée, des musiciens orientés aussi l'écoute. La musique venait maintenant donner lieu à une personne ou plusieurs personnes précises. Et tous les sens sont focalisés sur l'endroit d'où émane la musique. Cela n'était pas toujours le cas. Pendant son séjour à Londres, Haydn avait créé certaines de ses symphonies dans la rotonde de Ranelagh Gardens. Un centre commercial circulaire avec un énorme feu au centre, l'orchestre serait assis sur une scène, on le voit. Voilà, et devrait capter l'attention du public, mais le public était mobile. Il pouvait aussi facilement égarer dans d'autres plaisirs. Personne n'était censé de se concentrer, et de se concentrer surtout pas tous ses sens, sur la musique. À moins que la musique ne soit attrayante, excitante à exécuter, d'où le vif intérêt dans la symphonie londonienne de Haydn. À l'autre extrême, les architectures d'églises complexes et résonantes placent souvent le musicien, par exemple l'organiste, là où il sera invisible, pour donner l'impression que la musique vient de nulle part. Être immergé dans la musique, c'était comme être immergé dans l'amour de Dieu. La musique de salle panoptique n'a pas besoin d'être ni séduisante, ni immersive. Son orientation doit transformer en transmission, en message. L'omniprésence de la musique a même été supprimée par l'architecture des salles de concert. La clarté du message musical était évidemment de la plus haute importance. L'écoute de la musique devenait unidimensionnelle, linéaire, dramaturgique. Mais cette intention de se concentrer sur une dramaturgie musicale unique est-elle vraiment le seul mode d'existence artistique intéressant? Évidemment non. En fait, la plupart des gens n'en ont aucune idée.
de ce que pourrait être le message supposé d'une musique. Pour eux, la musique est une expérience intemporelle, non directionnelle, une expérience de maintenant éternelle. Il n'est pas étonnant que les écouteurs sur les appareils mobiles aient connu un tel succès immédiat lorsqu'ils ont été lancés au début des années 80. Des écouteurs offrent une simulation d'immersion, comme dans l'Église. On porte toute son Église maintenant avec soi. Mais en même temps, ils vous isolent de votre environnement sonore. Une grande partie, je crois, du plaisir de la musique réside dans l'expérience partagée dans un environnement sonore unique. C'est à ce stade de l'histoire de la musique que mes recherches ont commencé il y a 20 ans. J'étais alors un compositeur d'opéra, de symphonie, d'œuvres symphoniques, de musique de chambre, j'étais chef d'orchestre. Et toutes ces œuvres étaient créées et jouées dans des salles de concert traditionnelles. J'aurais pu facilement continuer à écrire une telle musique avec plus de commandes d'œuvres que je pouvais remplir. Mais je n'étais pas convaincu de ce chemin pavé. On a entendu de chemin pavé ce matin, sans de fleurs. J'ai souvent trouvé l'expérience du rituel conventionnel des concerts insatisfaisant. J'étais déçu par une approche assez consumériste de l'écoute que je croyais pouvoir discerner dans le public. Asseyez-vous et laissez la musique faire. Pourquoi les auditeurs de musique nouvelle n'étaient pas plus engagés, pas plus touchés? J'étais convaincu que cela ne pouvait pas être la seule faute de la musique parce que ça arrivait avec les bonnes musiques, avec les mauvaises musiques. Cet dégagement devait refléter la façon dont la musique était présentée. J'ai fondé un nouveau festival de musique dans lequel chaque concert était mis en scène par un metteur en scène. Et j'ai commencé à mettre en scène moi-même des représentations théâtrales dans lesquelles la musique, la sonorité jouait un rôle central. J'ai dispersé des ensembles musicaux dans les musées. Je leur ai fait jouer des partitions coordonnées par radio. Le public se promenait et découvrait de nouvelles consonances et résonances à chaque pas. De telles tentatives ont souvent été inspirées par des expériences de Fluxus dans les années 60, mais même si je savourais les nouveaux espaces de ma musique, j'étais quand même souvent aussi nostalgique devant la perte de la dramaturgie. Alors, quoi faire? Les musiciens pourraient pas aussi bouger, créant une séquence de situations musicales, acoustiques, spatiales, théâtrales, qui pourraient infuser l'interaction avec le public et l'espace d'une signification dramaturgique. L'écoute de la musique pourrait-elle devenir une activité aussi engageante que la marche dans un paysage, l'exploration d'un palais? Pourrait-on imaginer de nouvelles compositions que l'on peut expérimenter en se déplaçant avec et parmi des musiciens qui sont eux-mêmes en mouvement? En bref, un concert pourrait-il être circulatoire, comme Willstrand appelait ces situations dans la ville, où tous et chacun se déplacent avec et par rapport à l'autre. Pourrait un concert donc être à la fois immersif et dramaturgique. C'est un projet Nexus que j'ai fait en 2010 pour un congrès aussi, où les musiciens parcouraient Concordia, le campus de Concordia, coordonné par le wireless, par la technologie sans fil, et en créant une œuvre totalement immersive, mais en même temps composée. Le problème, c'est qu'un musicien qui se déplace ne peut pas lire en même temps une partition. Alors, une nouvelle sorte de partition est donc nécessaire. Une partition qui va au-delà de la convention culturelle, qui imagine qu'une partition, c'est quelque chose écrit sur papier. Mais une partition, en réalité, ce n'est pas beaucoup plus qu'un algorithme de production sonore qui émet un flux d'instructions. Et la façon dont les instructions sont transmises aux musiciens n'a pas d'importance, en fin de compte. Dans mes recherches, j'ai testé deux approches différentes, complémentaires de partitions non visuelles. La partition audio élaborée, dans laquelle un musicien reçoit des instructions vocales et des informations sonores par le biais des écouteurs sans fil. Méthode très efficace,
Mais je n'en parlerai plus. Ce paper va apparaître bientôt. C'est encore des impressions. L'autre approche dont je veux parler maintenant, c'est le bodysuit score. Il s'agit essentiellement d'un costume que le musicien porte, fait à la main sur mesure dans les Access Labs à Concordia, chercheur Joanne Brzozowska. Un costume brodé de fils conducteurs qui relie tous les modules. Voilà. Cousus dans la combinaison sont 66 petits moteurs vibrants qui peuvent être activés individuellement. Quand ils bourdonnent, le joueur ressent une petite vibration localisée. La partition est transmise au musicien par l'intermédiaire de séquences de vibrations qui se déplacent sur la peau. Nous appelons ces modèles tactons. Voilà, on peut voir un peu comment ça a l'air. On peut voir à la fin de chaque route, là, il y a un vibrateur. Et ça, c'est le dispositif. Et ce sont les tactons qu'on a découverts. Étonnamment, bien que le potentiel combinatoire des moteurs vibrants, 66 moteurs, est immense mathématiquement, le nombre réel de tactons utilisables est vraiment limité. Nous travaillons actuellement avec 20, et notre estimation qu'il peut avoir peut-être 10 plus ou 12, parce que ce n'est pas facile de lire sur son dos. Est-ce que vous avez déjà lu des choses sur votre dos, votre tibia, pendant que je vous jouais un instrument? La possibilité de confusion est forte, mais avec 20 tactons, on peut faire beaucoup. La musique elle-même, elle fait beaucoup avec 12 tons, après tout, 12 auteurs différentes. Et le projet, jusqu'alors, a mené jusqu'à 6 compositions jusqu'à présent. La question, c'est quelle musique va-t-on sortir? Pourrions maintenant faire jouer des symphonies de Beethoven pendant que les orchestres errent dans une forêt, peut-être, éventuellement, mais une telle utilisation passerait à côté de cette question. Tout comme l'architecture du concert bourgeois a entraîné un changement de paradigme dans la façon dont la musique était imaginée, interprétée et écoutée, le bodysuit score, si vous voulez, est une nouvelle architecture spatiale, mobile et immatérielle pour la musique. Elle a le potentiel de pousser la création musicale, l'écoute de la musique et les rôles sociaux de la musique vers une nouvelle praxis qui ne peut pas encore être discernée, peut-être même pas encore aperçue. Juste un exemple, dans mes nouvelles compositions qui utilisent le bodysuit score, le public peut contrôler le jeu du musicien via une application de téléphone portable, une application qui communique avec le body, qui à son tour indique au musicien où se tourner, s'il doit jouer de la musique plus ou moins forte, plus ou moins bruyante, plus simple ou plus complexe. Dans un sens très réel, le public devient un agent créatif dans une performance musicale. Et tout à coup, une centaine d'auditeurs doivent décider s'ils aiment ce que font les musiciens ou s'ils voudraient qu'ils sonnent différemment. Il va de soi que telle expérience musicale ne peut être la même que lorsqu'on écoute l'OSM à la Maison symphonique de Montréal. Mais la différence est-elle artistiquement fructueuse pour nos vies, pour nos futurs nous-mêmes et pour les futures générations de mélomanes? Dans son temps, le concert à écouter assise et passivement ne serait-il pas peut-être qu'un curieux souvenir d'une pratique culturelle lointaine, semblable à nos sentiments lorsque nous regardons des photos, des tableaux vivants, ou que nous essayons de comprendre l'importance de la poterie dans les arts japonais? Le temps nous dira. Et si le vent du changement emporte la vie musicale bourgeoise d'autrefois, notre recherche-création vers le bodysuit score peut bien avoir été l'un des symptômes de cette lente mais inexorable transformation. Merci.